Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre et pour cette émission je suis rejoint à nouveau par Jade. Salut Jade. Salut, bonsoir, bonjour tout le monde. Alors Jade, toujours la moitié de codex au féminin Toujours. au pluriel, un vendredi sur deux. Toujours la moitié, ça n'a pas bougé, ça risque pas de bouger pendant un moment je pense. Mais que la moitié aujourd'hui, Eve n'est pas là malheureusement. Malheureusement, Eve n'a pas pu faire le déplacement. Mais elle est là, en esprit avec nous. Voilà, on pense très fort à elle. On pense fort à elle. Et du coup, eh bien, c'est doublement d'actualité que je te reçoive pour cette émission, Oui. puisque non seulement nous parlons quelques jours après la sortie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch. Vous avez déjà vu les Korogu crucifiés et le bonhomme avec la bite en feu sur Twitter. J'adore, moi la créativité des gens n'aura de cesse de m'épater. Mais au moment où on en parle, personnellement, je n'ai encore crucifié aucun Korogu. Et il se trouve que le jour de la sortie du jeu était sorti l'épisode de Codex sur Princesse Zelda. Bien sûr. On pouvait pas rater l'occasion, ça sortait un vendredi, nos épisodes sortent un vendredi, ça faisait des mois que j'attendais, du coup voilà, on pouvait pas rater ça. C'était du pur génie de marketing et de planification, Bon, comme après, on en voit rarement. Du coup, on dit sûrement beaucoup de choses qui sont obsolètes depuis que le nouveau jeu est sorti. Mais c'est pas grave, on a précisé 1000 fois dans l'épisode que on l'enregistrait avant la sortie du nouveau jeu. Et Oui, on ne va rien oui, spoiler, bien sûr. Non, évidemment. Évidemment, de toute façon, on va parler de Zelda, mais on va pas parler de ce Zelda-là. Ouais. Puisque en cette saison 2 de Hot Takes et Slow Burn, un petit peu disséminé de ci de là, vous n'aurez pas été sans remarquer que j'ai fait quelques épisodes sur des jeux Zelda bien précis, et je pense que tant que j'aurai des Hot Takes à faire, je ferai des Hot Takes sur individuellement chacun des jeux Zelda qui existent, et le jeu dont on va parler pour cette émission, Jade, je vais te laisser lancer parce que je sais que c'est un jeu cher à ton cœur. Aujourd'hui, nous allons parler du meilleur jeu Zelda, à mon humble avis, qui est Zelda Twilight Princess. Zelda Twilight Princess qui était sorti donc fin 2006 sous nos latitudes en double sortie à la fois sur Nintendo GameCube et sur la Wii, en jeu de lancement de la Wii. Ouais. Un Zelda auquel j'ai pu jouer à la sortie sur Wii, je sais pas ce qu'il en a été pour toi. Pareil, j'ai eu ma Wii avec Zelda, et j'étais ravie. C'était le premier Zelda auquel je jouais toute seule, enfin auquel je jouais même tout court, parce que sinon avant je connaissais Zelda forcément de nom, et j'avais vu Eve y jouer, elle avait joué à Minish Cap, et en fait moi je jouais pas, mais je la regardais jouer. Du coup Twilight Princess c'était vraiment mon tout premier Zelda. Sur ma toute première console, rien qu'à moi, qui était pas partagée, et du coup c'était trop bien, enfin, je revivais quoi, enfin, et c'était ma première expérience de Zelda, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est un peu ma préférée. Il y a aussi une part de nostalgie dedans. Ah oui, c'est sûr, mais on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense que c'est un jeu qui a de grandes qualités et qui mérite tout à fait d'être le Zelda préféré de son public, qui a su le trouver. Est-ce que ça te faisait pas trop des torticolis de regarder Eve jouer à Minish Cap sur la petite Game Boy Advance ? Mais non, parce que j'étais petite à l'époque. J'étais toute petite, j'étais comme ça, serrée contre elle, et je regardais ce qu'elle faisait. Et je comprenais à moitié, mais j'aimais bien. Je la regardais aussi jouer à... comment il s'appelait ce jeu ?
C'était pas Secret of Mana, mais c'était un of Mana. C'était un jeu. Je crois Mana. que c'est Sword of Mana. Sword of Mana, exactement. Que j'ai trouvé en cash à 10 € il y a. Oh, c'est génial. Il y a un peu moins d'un an, et le vendeur a fait des aussi gros yeux que moi quand il a vu l'étiquette du prix. Sérieux? Mais Sword of Mana, Minish Cap, et on jouait aussi à Lady Sia, un jeu exceptionnel. Je sais pas si tu connais, si vous connaissez les auditeurs et les auditrices, mais c'est trop bien, et la musique elle est trop bien. Mais on n'est pas là ici pour parler de ça. Désolée pour la digression. C'est pas grave. C'est tout à fait normal. C'est moi qui ai lancé le sujet de la Game Boy Advance. Bah, Et donc voilà, ce Twilight Princess. oui. Donc toi aussi, il était au pied du sapin à Noël 2006. Ouais, avec la Wii, avec Wii Sport, c'est tout, il me semble. Et je crois que j'avais Soul Calibur aussi, ou c'était après. Mais bref, Zelda, oui, Twilight Princess, c'était un des premiers jeux, rien qu'à moi, mon premier Zelda. Et bon, on va peut-être y revenir après. J'ai pas tout compris au départ. J'ai dû y rejouer plus tard pour recomprendre bien les choses, notamment pourquoi Link se transforme en loup. J'avais jamais compris. Mais c'était trop bien. Enfin, genre, j'ai trop kiffé. Et j'avais 10 ans à l'époque. Ah, attention, tu donnes ton âge. Oh là là. Oh non. Je donne trop d'infos sur moi. Les gens vont te retrouver. Pas comme si je racontais déjà toute ma life dans Codex. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans Twilight Princess? Plein de choses. Déjà, la Twilight Princess du titre n'est pas la princesse Zelda, mais c'est une autre princesse, parce qu'il y a un autre royaume qui fait son apparition dans ce jeu, qui n'est pas Hyrule, qui n'est pas Termina, qui n'est pas Lorule. C'est un tout nouveau royaume qui s'appelle le Royaume du Crépuscule, il me semble, en français. Oui. Et qui va foutre le zbeul un peu dans le monde d'Hyrule où Link vit. Link qui est ado à ce moment-là, il n'est pas enfant comme dans beaucoup des jeux Zelda. Et du coup, il y a la princesse de ce royaume qui s'appelle Midona, en français, qui va débarquer dans Hyrule pour essayer de réparer son royaume à elle, qui est le royaume du crépuscule, et qui a été dominé par un grand méchant qui veut tout dominer, dont Hyrule. C'est très mal résumé, je suis désolée. Je suis partie d'un endroit duquel je devais pas partir pour résumer. Oui, donc Link, petit fermier dans un village au bord de la forêt, qui a ses copains qui se font capturer par des bokoblins. Oui. Et ça tourne mal. Oui, c'est le cas de le dire. Ça tourne mal, il se transforme en loup. Il se transforme en loup, et donc ensuite c'est Midona qui va lui expliquer, oui, le royaume du crépuscule, il est en train de déborder sur Hyrule, une sombre histoire de recouvrement planaire, comme les médias de fantasy savent en raconter. Et donc il y a des poches de crépuscule dans Hyrule, et dans ces poches de crépuscule, Link il est maudit, comme diraient nos amis outre-Atlantique, et il se transforme en loup sous l'effet de la malédiction du crépuscule. C'est ça. Et on doit reconstituer un miroir avec plein de bouts de miroir dispersés de ci de là dans le royaume d'Hyrule pour que Midona puisse retourner dans le royaume. Alors c'est en 2 temps. Ouais. Dans un premier temps, Midona veut reconstituer la relique qui lui sert de casque pour retrouver ses pouvoirs magiques. Exact. Et ensuite, il faut reconstituer le miroir pour aller dans le royaume du crépuscule. Et patati et patata, le méchant, c'est Xanto, un arriviste qui a usurpé le trône du royaume du crépuscule afin de le changer en arme de destruction massive, on peut le dire, pour aller dominer Hyrule. Voilà, c'est un grand méchant, très méchant, qui veut dominer Hyrule, et puis qui y arrive plus ou moins, parce qu'il arrive quand même dans Hyrule, et il dit à Zelda, tu te rends ou je te tue, et du coup, elle se rend. Et après, elle finit en prison. Et c'est là qu'elle rencontre Link, pour la première fois d'ailleurs. Et oui, et elle va lui dire, ouais, c'est chaud. Link, alors là, on a un petit problème. Comment te dire ? Link, alors c'est pas cool, Xanto, franchement.
il faudrait qu'il se décoince un peu, voilà. Et il est pas en forme. Franchement, si tu pouvais faire un truc, ça serait cool. Genre avec une épée de légende ou un truc du genre, je sais pas. Voilà, donc ensuite, comme d'habitude, la quête de la lame purificatrice qui fend les ténèbres et restaure la justice Classique. et le bien. Bien Ensuite, Twilight Princess va suivre la tradition lancée par le jeu précédent Wind Waker, à savoir de faire apparaître Ganondorf un peu comme un cheveu sur la soupe aux 3/4 du jeu. Oh salut, en fait c'est moi. En fait c'est moi le grand méchant depuis le début. Parce qu'il faut les 3 personnages, Link, Zelda et Ganon dans tous les jeux, visiblement. Même si ça n'a pas beaucoup de sens. Mais bon. Dans tous les jeux, sauf dans les jeux où il n'y en a pas besoin. Ça dépend. Écoutez l'épisode de Codex. Tu as plus de détails. Et ensuite, on se rend compte que ce pauvre Xanto a été dupé par Ganondorf, qui voulait juste se servir de son pouvoir pour ressusciter encore. Et pour essayer de prendre Hyrule pour lui encore, avant de se faire bolosser par Link encore. Sinon, c'est pas drôle. Bah oui, c'est le cycle qui se répète tout le temps. Voilà, un petit peu l'histoire éternelle, l'histoire de la vie, le cycle éternel qu'un enfant béni rend immortel, tout ça. Mais ceci dit, alors on dit qu'il y a Ganon à chaque fois dans tous les jeux, même s'il n'y a pas besoin d'être là et tout, mais là je trouve ça intéressant que il y a le trio de personnages Zelda, Link et Ganon, mais Zelda, elle est enfermée. Et du coup, il y a une autre princesse qui est Midona. Enfin, il y a un autre personnage qui devient protagoniste et qui est jamais apparu avant et qui, jusqu'ici, n'est jamais réapparu après. Et enfin, genre, c'est inattendu de la part d'un Zelda, je trouve. Et c'est aussi ce que j'ai trouvé trop bien, en fait. Parce que du coup, t'as un tout nouveau personnage qui a pas de caractéristiques déjà définies, qui a pas une fonction déjà vraiment définie, comme Zelda peut en avoir une, tu vois. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé trop bien dans Twilight Princess. Alors c'est vrai que, oui, je vois ce que tu veux dire. Midona, ça a été vraiment un pas en avant dans la caractérisation du personnage conseil, puisque ça avait commencé avec Ocarina of Time et Navi. Ouais. Mais là, elle est vraiment plus proactive, quoi. Enfin, voilà. Un pixel qui te donne des petites phrases inspirationnelles et qui te dit d'aller à droite ou à gauche, et elle fait beaucoup plus que ça. Dans Wind Waker, déjà, le bateau qui, spoiler alert, se révélait être le roi d'Hyrule, il y avait déjà ce côté un petit peu personnage plus étoffé, mais ça restait un adjuvant, quelqu'un qui était là pour vraiment aider Link à accomplir son destin, alors que Midona, tu as tout à fait raison, elle n'en a rien à cirer du destin, elle n'en a pas grand-chose à foutre de la Triforce. Elle, ce qui l'intéresse, elle s'en fout d'Hyrule et tout. Au début, elle veut juste... elle pense à elle et c'est tout. Elle pense à elle, elle veut sauver son royaume. Oui, voilà. Et Link est un moyen pour arriver à une fin, et c'est tout. Elle va se rendre compte après qu'il y a une convergence des intérêts. Un petit peu comme la convergence des luttes, hashtag voter à gauche, qui l'arrange bien. Qui l'arrange bien, ça l'arrange bien, mais en même temps, elle n'est pas moins éprise de justice et de protection de son royaume que les Zelda, donc il y a une compréhension tacite entre les deux. Et puis elle est touchée aussi parce que Zelda, elle se sacrifie pour la sauver, donc forcément ça joue dans la balance. C'est un point d'articulation assez intéressant dans le jeu, puisque Midona est très sarcastique et très égoïste et pas super sympa. Mais elle fait toujours des pics et tout, elle s'énerve. Mais c'est pour ça que je l'aime bien, parce que justement, c'est un personnage de princesse qui, comme Zelda, elle veut protéger son royaume et elle pense à elle et aux habitants et aux habitantes de son royaume. Mais elle est pas toute gentille, toute douce, toute sage et tout. Elle est vénère, elle est égoïste. Elle a des raisons de l'être. Oui, en plus. Enfin, tu vois, elle est pas. Je sais pas, mais moi en tout cas, quand je l'ai vue et quand j'ai joué au jeu et tout, j'ai pas eu l'impression que elle était chiante, tu vois. C'était pas un personnage que t'aimes pas. Même si elle a des caractéristiques de personnages que on peut ne pas aimer pour ses caractéristiques. Oui, je suis d'accord. À moins d'avoir un degré de projection dans l'avatar vidéoludique extrême et de prendre pour soi les insultes que Link reçoit. Oui. Normalement, c'est plutôt fun de voir Link en interaction avec un personnage qui n'en a rien à foutre que ce soit le héros de la légende. Oui, voilà.
Et de ce point de vue-là, c'était une réussite. Le Redemption Arc, à partir du sacrifice de Zelda, où elle se dit « Ah ouais, quand même, j'ai peut-être une petite dette envers les Iliens maintenant, Ouais. vite fait. » Mais c'est ça aussi, bon après je vais pas trop faire de digression, mais son Redemption Arc, il y a aussi ce truc de justement c'est une dette, donc il y a une part de, elle le fait de bon cœur, mais il y a aussi une part de, bah je leur dois quelque chose, alors que par exemple, c'est ce qu'on disait dans le Codex, dans A Link Between Worlds, avec Hilda, c'est l'antagoniste en fait à la base, enfin on le sait pas, mais on l'apprend au fur et à mesure du jeu que c'est l'antagoniste et qu'elle veut faire des choses entre guillemets mauvaises ou en tout cas éthiquement répréhensibles, genre kidnapper des gens et tout ça, pour arriver à ses fins à elle qui sont de sauver son royaume, encore une fois. Et à la fin, elle switch en fait. Juste, elle redevient gentille d'un coup. Et alors que moi, j'aurais trop aimé qu'elle aille vraiment à fond dans. Bah non, je vais à fond dans mon délire de. J'en ai rien à foutre des autres et je veux juste sauver mon cul et sauver mon royaume. Et en fait, elle switch pour zéro raison, je trouve. Alors que Midona, il y a ce truc de. Bah, elle a une dette envers Zelda. Donc ça peut expliquer aussi sa rédemption. Oui. Je comprends bien ce que tu dis. Et Après, sur le principe, je suis d'accord. Je comprends que c'est Zelda et il faut que ce soit feel good et family friendly aussi, tu vois. Oh non, c'est pas seulement ça, je pense aussi que c'est une question de scope. A Link Between Worlds, c'est un jeu sur 3DS qui est moins axé sur le scénario. Oui, à cause de clair. ça, je pense qu'ils n'ont pas voulu aller dans des profondeurs narratives trop extrêmes. C'est sûr. Même si ça aurait été super intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un bon contraste parce que A Link Between Worlds, c'était le Zelda sorti juste avant Breath of the Wild, enfin juste avant, 4 ans avant quand même. Mais c'était un Zelda qui revenait aux sources de vraiment liberté totale, tu vas où tu veux quand tu veux, et ce sont tes choix qui vont construire l'aventure que tu vas vivre. Alors que Twilight Princess, c'était au contraire une espèce d'aboutissement, de parachèvement de la linéarisation du jeu qui s'était produite épisode après épisode dès A Link to the Past sur Super NES. Où il y avait des choses que tu étais obligé de faire dans un certain ordre, et à partir de A Link to the Past, les jeux sont devenus de plus en plus linéaires, avec de moins en moins d'espace de digression, jusqu'à Twilight Princess, qui est quasiment une ligne droite. Et même Skyward Sword, qui était sorti après, donne un tout petit peu plus c'est plus de marge de manœuvre. Et tout. Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans Twilight Princess, en vrai, c'est que ça te raconte une histoire, et puis ça passe pas par 4 chemins, ça te raconte une histoire, tu la fais, tu la vis, tu l'expériences, et puis voilà quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est pas un reproche que je fais au jeu. Je pense que c'est, je pense que dans la mesure où c'est assumé dans le design, ça passe plutôt bien. Ensuite, il y a des défauts inhérents à ça qui vont apparaître. Par exemple, il y a des choses qui deviennent très prévisibles parce que c'est conçu pour se faire dans cet ordre-là à chaque fois. Donc, nouvelle région, il faut libérer le crépuscule. Après, il y a le donjon. Il y a 2 fragments de cœur dans le donjon, il faut pas les louper. Et ça, c'était le côté un petit peu moins marrant de Twilight Princess. Mais après, aucun jeu n'est exempt de défauts. Moi, je l'ai beaucoup aimé quand j'y ai joué. J'ai fait 2 playthroughs d'affilée pendant les vacances de Noël. La vache. Comme un putain d'animal. T'as enchaîné quoi, 2 fois de suite. Et je me suis éclaté. Les contrôles à la Wiimote, on en parlait un petit peu dans l'épisode où Eve et toi étiez là pour parler de Skyward Sword. D'un point de vue de l'accessibilité, c'est pas génial, mais pour ce que ça cherche à faire, c'est fonctionnel. On peut s'amuser à faire des techniques. Oui, ça profite de ce que la Wii elle peut offrir en fait. Mais après, je pense que c'était une bonne. C'est un titre de sortie de Wii quoi, donc c'était peut-être pas. Ils ont peut-être pas poussé le truc à fond non plus. Ils voulaient faire la vitrine technologique quand même, donc il y avait des choses à faire, hein, parce que quand j'avais eu la Wii, nous on avait eu Red Steel en plus donc le jeu
le FPS avec des Yakuza et les niveaux, tu les fais au flingue et puis les boss, tu te bats avec un sabre. Oh, génial. La qualité du gameplay Wiimote était quand même beaucoup plus au rendez-vous dans Twilight Princess, Ah ouais. notamment parce que c'était un jeu Nintendo et pas un jeu d'un éditeur tiers. Et donc, bon, il y avait quand même si c'était le tout début, c'était quand même plutôt bien fichu. Et donc, une première petite hot take préliminaire, moi je pense vraiment que Twilight Princess, c'est un jeu qui s'est créé en réaction à Wind Waker, avec Nintendo qui s'est dit il trouve que c'est trop gamin, Wind Waker, trop de couleurs, ah bah oui, c'est trop de complètement soleil. opposé, c'est clair. Écoutez, on va mettre de la nuit, de la terreur et des fantômes. Ils ont fait tout l'inverse. Wind Waker, c'est des enfants sur un bateau, il y a du soleil, de la lumière, tout le monde est content, et c'est des petits chibis les personnages. Là, ils ont fait tout l'inverse. Ils sont quasiment adultes, ils sont ados 16-17 ans. C'est tout noir, c'est tout gris, c'est triste, il y a des monstres qui font peur, enfin c'est vraiment tout l'inverse quoi. Les âmes des morts fauchées dans leur prime jeunesse. Il y a Zelda qui meurt et qui se fait posséder par Ganon. Enfin vraiment ils ont dit on va mettre tout à fond. Ah oui, parce qu'en plus elle fait peur quand elle est possédée par Ganon. De ouf, et tu dois la battre quoi, c'est horrible, tu dois te battre contre Zelda quoi. C'est le même de l'enfant qui pleure avec un flingue dans la main. C'est tellement ça. Et ensuite, confrontation finale avec Ganondorf que j'ai beaucoup aimé. Pendant longtemps, j'avais mon fichier de sauvegarde juste au combat final pour pouvoir, mais oui, il est trop bien, pour pouvoir me refaire un petit duel avec Ganondorf. C'est pas mon préféré, je préfère un petit peu celui dans Wind Waker parce que les enjeux sont plus impressionnants dans Wind Waker. Et il y a le côté l'océan qui est en train de retomber sur le château et donc ça fait de la pluie. Et c'est stylé de ouf, même si le gameplay est plus intéressant dans Twilight Princess. En termes de cinématographie et d'enjeux narratifs, je trouve que c'était plus impressionnant dans Wind Waker. Surtout que t'avais ce Ganondorf qui était plus un manipulateur et un fourbe qui tout à coup recourt à la violence au dernier moment. Alors que le Ganondorf de Twilight Princess, la violence c'est son langage de base quoi. Ouais. Ceci dit, j'ai quand même bien pleuré à la fin de Twilight Princess, mais pas au boss final, mais après avec Midona. Eh oui, parce que après le boss final, qu'est-ce qui se passe, Jade ? C'est bye bye Midona quoi, tout jamais. C'est terrible. Déjà elle se retransforme en sa forme elle. Alors justement, parlons-en. Elle ressemble à quoi Midona pendant l'essentiel du jeu ? Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Pendant tout le jeu, elle ressemble, elle est toute petite, c'est genre une petite créature avec un tout petit corps et une grosse tête avec son masque à moitié cassé sur sa tête, donc on voit pas vraiment son visage à quoi il ressemble. Mais vraiment, elle est toute petite vu que c'est une Twili, c'est ça le nom des personnages, enfin de ces créatures-là. Ouais. Et en fait, à la fin, elle se retransforme en sa vraie forme où elle est humanoïde quoi, elle est de la taille de Link, elle est relativement humaine et elle est trop stylée, elle est trop belle, et puis après elle s'en va, elle repart dans son royaume, elle nous laisse. Alors effectivement, ça je pense que ce n'est pas une opinion controversée que je vais dire. Je pense que quand les gens ont découvert la nouvelle apparence de Midona à la fin de Twilight Princess, je pense que ça a provoqué beaucoup de crush chez beaucoup de gens, provoqué de sérieux émois. Ah oui, des réalisations, des gens qui ont compris des choses sur eux-mêmes, je pense, en voyant Midona. Mais oui, complètement. C'est un trope assez répandu, hein. On avait ça dans La Belle et la Bête, dans Shrek. Oui. Et je trouve que c'est vachement intéressant que ce soit cette apparence-là, donc une apparence tout à fait avenante du point de vue d'un être humain, parce que si on reprend un petit peu le lore
de Twilight Princess, on nous explique que les Twili, c'était des gens qui pratiquaient la magie, des sorciers, qui ont été bannis dans le royaume des ombres, non pas par Yu-Gi-Oh, mais par le roi d'Hyrule, parce que ces gens-là représentaient un danger pour le royaume d'Hyrule du point de vue de la famille royale. Et ce sont donc des gens qui ont été bannis et qui ont passé un temps certain, qui se compte probablement en siècles, à vivre dans ce royaume avec leur pouvoir magique et à patiemment alimenter leur ressentiment envers le royaume d'Hyrule pendant tout ce temps-là, puisque la lumière leur a été retirée, finalement, en étant bannis dans ce royaume des ombres. Et d'ailleurs, c'est une des choses dont parle Xanto, avant de virer complètement zinzin, de prendre sa revanche sur Hyrule, enfin, il me semble en tout cas. Et d'ailleurs, pour ce faire, Xanto a transformé les Twili en monstres qu'on affronte quand on est sous forme de loup, qui ont grosso modo l'allure de gigantesques gorilles avec une assiette à la place du visage et des dreadlocks. Oui, c'est une très bonne description. Et quand on va dans le royaume du crépuscule, on voit des vrais Twili. Oui. Qui ont donc cette peau noire et blanche, cette silhouette qui laisse penser que ça a été des humains un jour, mais que maintenant c'est plus des humains. Ouais, ils ont des tout petits bras, des tout petits bras, des toutes petites jambes, ils ont un petit ventre et tout, mais ils sont vraiment petits en fait. Et Xanto lui-même, bien qu'il ait 2 bras et 2 jambes, ça respire pas l'humanité, son apparence générale. Oui, il est très, il est méchant. Il me semble qu'en plus il a des yeux chelous. Il a des yeux chelous, ouais. Et donc, on va pouvoir arriver dans le territoire de Modtech pour cet épisode, Jade. Putain, Xanto, c'est vrai. Et ok, il ressemble à ça. Il me fait penser à Pyramid Head. Mon Dieu. Alors quand il a son masque, oui, mais quand il a pas son masque, c'est quand même chelou. Il a un faux air de Sheldon Cooper, je trouve, sans son masque. C'est bien un méchant, en effet. Jim Parsons, si tu nous écoutes. Oh, Jim Parsons, j'aime bien. Sheldon Cooper, je l'aime un peu moins. Et donc, oui, la question qui s'impose à partir de là, c'est pourquoi Midona, elle ressemble à ça? Pourquoi est-ce qu'elle a cette apparence agréable aux yeux des humains, alors que c'est la princesse des Twili, dont manifestement le temps passé dans le royaume du crépuscule a complètement modifié leur anatomie et leur culture, au point que ça n'a pas l'air d'être quelque chose. Enfin, cette apparence-là n'a pas l'air d'être particulièrement standard ou intéressante du point de vue de ce qu'on a vu de la culture des Twili. Et donc, ma hot take, c'est la suivante. Et ce sera plus une game theory que vraiment une hot take, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça fait bientôt 2 ans que je fais ça. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Pas toujours évident. Et donc, ma hot take, c'est que la raison pour laquelle Midona a pu si facilement voyager vers le royaume d'Hyrule, c'est que son plan initial, avant de se faire usurper par Xanto, c'était de voyager en Hyrule avec cette apparence-là pour séduire la famille royale et conquérir Hyrule en l'ayant corrompu de l'intérieur. J'ai envie de jouer à ce jeu immédiatement. Ça a l'air trop bien. Mais en vrai, oui, enfin, ça se tiendrait de ouf. Ça se tiendrait de ouf parce que, comme on l'a dit, elle est pas forcément ultra gentille et bienveillante envers les autres, si ce n'est pour son propre peuple. Donc, comme par exemple, je disais tout à l'heure avec Hilda, s'il faut faire des choses moralement répréhensibles ou, perçues comme mauvaises pour arriver à ses fins qui sont garantir la protection de son peuple, et elle le fera. Donc moi je suis d'accord, enfin il y a moyen en vrai. Il y a moyen. Oui. C'est une très bonne théorie. Oui, je suis parce que du coup moi c'est vrai que je me posais aussi beaucoup la question de pourquoi et comment pourquoi elle a cette apparence plus humaine là à la fin, comment elle se retransforme et pourquoi elle se retransforme comme ça, à quoi ça lui sert au final.
Alors, son apparence de diablotin, puisqu'elle se caractérisait même comme imp dans la version anglaise, si je dis pas de bêtises, c'est une apparence qui lui a été infligée par Xanto quand il a usurpé le trône, quand il a pris le pouvoir, et elle a été victime d'une malédiction. Tu peux te dire qu'elle passe tout le jeu comme ça, elle apprend elle évolue, tu vois, c'est... Le principe d'une histoire, c'est que ton personnage, il n'est pas le même au début et à la fin. Donc si au début, elle veut pas de cette apparence, à la fin, elle pourrait l'accepter et se dire, bon, bah, de toute façon, je suis la même personne, et puis je retourne dans mon royaume, j'ai réussi mon objectif en ayant cette apparence, et c'est pas très grave si je l'ai plus, tu vois, si je la garde. Donc je me suis toujours un peu posé la question de... Enfin, moi j'avais rien contre sa nouvelle apparence, mais je me suis toujours posé la question de, bah, au final, ça sert à quoi, en fait ? Donc du coup, cette question cette théorie que tu lances, ça peut être une réponse. Ah bah oui. Oui. C'est peut-être pas son apparence de naissance. Peut-être que pendant toute sa vie, elle a construit son apparence et forgé son corps pour avoir cette apparence qui lui permettrait d'infiltrer Hyrule. Et du coup, cette apparence-là, elle y tient parce que c'est celle qu'elle a acquise. C'est vrai que c'est elle est très princesse, quoi. Elle est très belle, elle a une grande robe, elle a des longs cheveux, elle est bien maquillée, elle a elle a tout le... Oui, et puis elle a un visage maquillé qui ressemble à un visage maquillé d'humain. Oui, voilà, elle a toute la panoplie de la personne en qui tu fais confiance. La preuve, tout le monde a eu des crushs sur elle, donc... oui, non mais évidemment. Et... Alors évidemment, je pense pas que chez Nintendo, ils soient allés jusque-là. Je pense simplement qu'ils voulaient faire un truc à la Belle et la Bête. Oui, notamment parce que ça faisait un miroir comme celui qu'utilise machin. Parce que Link, il se transforme en bête et puis il se retransforme en Ilien. Donc je pense que est-ce que Aonuma est un grand fan de Jean Cocteau et il a voulu... Bah oui, c'est assez international en vrai. Oui, non, bien sûr. Je pense que c'était juste. Je pense que c'était quelque chose de plus de cet ordre-là, faire un hommage à la Belle et la Bête. Mais ça pose des questions. Ouais. Ça pose des questions parce que il y a pas de raison qu'elle sache se rendre en Hyrule et il y a pas de raison qu'elle soit tellement différente du reste de son peuple. C'est vrai. Après. Alors, à moins que tu aies une contre-théorie. Non, c'est juste que je réfléchis, on voit pas d'autres personnes de la royauté du royaume de Crépuscule. Ça se trouve, tous les gens de la royauté ressemblent à ça. Et c'est juste, entre guillemets, le petit peuple qui ont une autre forme. Peut-être que c'est une... Peut-être qu'attention, c'est un commentaire sur le capitalisme, et plus t'es riche, plus t'es BG. C'est peut-être ça aussi, le royaume du Crépuscule, on sait pas, hein. Xanto, il a le seum parce qu'il est pas beau, parce qu'il est pauvre et il est pas beau, et du coup il veut se retourner contre les riches. Et au final, c'est lui le héros de l'histoire. Et oui, Xanto, c'était un peu le Che Guevara de Twilight Princess. C'est une histoire de révolution. Non, mais je pense pas que ce soit là que tu vas y aller avec ta haute tech, mais en vrai, peut-être que c'est parce qu'elle est de la famille royale qu'elle ressemble à ça. Alors c'est possible. C'est encore le même délire qu'avec Link Between Worlds, où ce royaume-là, c'est un peu un miroir de Hyrule, au final. Oui, alors pas tout à fait. Parce que Hyrule et Lorule existent... Enfin, le royaume du crépuscule tel qu'il est au moment où on joue à Twilight Princess, c'est la faute du roi d'Hyrule. Oui, non mais c'est lui qui a banni les pas littéralement un miroir, mais je veux dire dans la hiérarchie et comment les personnages y sont représentés et tout ça. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais non. Mais je suis quand même plutôt pas d'accord. Oui. Je suis désolé. Non, bah t'as le droit, hein. C'est le but. C'est con. Et sinon, peut-être que simplement Nintendo voulait qu'elle soit BG à la fin pour avoir de l'engagement sous forme de fanart et de cosplay. Oui. Bah, et ça marche, hein. Ça marche. Mais en vrai, oui. On va pas se mentir, elle est plus facile à cosplay dans cette forme-là que dans sa forme de diablotin. Bah oui, ou alors faut être une personne de petite taille et faut savoir peindre son corps de manière à ne pas avoir d'autres vêtements dessus.
Parce Et avoir un très très gros chapeau. Un très très gros chapeau, un très très gros masque. Mais oui, mais moi je veux voir le jeu où la méchante c'est elle, enfin l'antagoniste c'est elle et elle essaie d'infiltrer Hyrule. Ça serait trop bien. Ça serait un trop bon jeu. Ce serait incroyable. Vous pouvez encore le faire, vous. De toute façon, ils sont pas trop tard. C'est jamais trop tard, ils sont toujours en train de rapiécer leur timeline, enfin leur timeline au pluriel, qui vont plus avoir aucun sens au bout d'un moment. Donc ils peuvent toujours rajouter un jeu entre deux, hop, un petit jeu avec Midona en antagoniste, et moi je dis pas non. Hein. Et avec Zelda en héroïne, ça serait encore mieux. Et ce serait le clash des princesses. J'adorerais. The Legend of Zelda Clash of Princesses. Allez, le prochain, on bosse dessus, engagez-nous, on l'écrit Allez, direct. En 2030. Bah oui, il faut le temps de faire les choses bien, en même temps. Le temps de faire les choses bien. Et puis, bon, ensuite, Midona, on la retrouve aussi dans Hyrule Warriors, premier du nom. Oui. Le jeu sorti sur 3 consoles. Oui, mais bon, c'est pas la même chose. Et tu sais qu'il y a la forme Diablotin et la forme trop bien, je savais pas ça. Qui sont jouables. C'est trop cool, trop bien. Et elle se bat avec son miroir dans sa forme humanoïde. La best, mais je l'aime trop. Elle est vraiment trop cool. Enfin, genre c'est un personnage de Zelda qui sort de tous les autres personnages de Zelda qui existent en fait, je trouve. Enfin, qui sort de l'ordinaire un peu pour Zelda. Pour la licence Zelda. Oui, c'est ça qui était vachement intéressant. Et en fait, je pense que c'est aussi une manière d'expliquer ma hot take, hein, je me permets, après tout, c'est mon émission. Oui. Je pense que c'est aussi une manière d'expliquer son caractère très, très incisif et très machiavélique, finalement, jusqu'au sacrifice de Zelda, parce que ça reste ce royaume d'Hyrule. Ça reste ce royaume d'Hyrule qu'elle méprise en tant que Twilly parce qu'elle en a été bannie. Et finalement, peut-être qu'elle part après Xanto, non pas pour sauver... surtout parce qu'elle dit, ouais, envahir Hyrule, ok, mais pas comme ça, Zinedine. Pas comme ça. Pas comme ça, pas maintenant. Mais oui, complètement. Et je me souviens plus si il avait bien marché le jeu auprès du public à l'époque. Il faudrait voir les chiffres. J'ai l'impression qu'il a un peu gagné au fur et à mesure, enfin genre une fanbase au fur et à mesure du temps. Je sais peut-être que comme j'étais jeune, je m'en souviens pas en fait. J'ai pas le même point de vue que maintenant, mais j'ai un peu l'impression que on n'en parlait pas autant que genre Ocarina of Time ou Majora's Mask, qui étaient vraiment les gros noms Zelda. Et au fur et à mesure du temps, il s'est un peu construit une fanbase autour. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Mais de toute façon, à partir de Wind Waker, ça a été un peu le cas pour les Zelda. Ils sortent, il y a une controverse pour une raison X, Y ou Z, et puis avec le temps, le discours s'apaise et on voit les véritables mérites de chacun des jeux. Sauf évidemment Skyward Sword, réécoutez mon épisode de Texas Slogan à ce sujet. Et n'oubliez pas que si vous avez des problèmes avec la Wiimote dans ce jeu, c'est vous le problème. C'est vrai, j'avais oublié que c'était Solo Tech. Oh là là. Alors, on n'est pas là que pour se faire des amis, tu sais, dans le monde de la tech. Oui, c'est le principe. Mais en tout cas, merci Jade de m'avoir accompagné dans ce voyage au royaume du crépuscule. Avec plaisir, moi j'adore Twilight Princess, j'adore parler de Midona. Et je veux voir ce jeu. Je veux voir ce jeu avec elle en antagoniste principal. Mais oui, faites-le, Nintendo. Écoutez. Eiji Aonuma. Écoute-nous. Aonuma-san. On a des bonnes idées. Allez. Aonuma-san, écoute-nous. S'il te plaît. Si vous avez pas d'idées. Kudasai. Si vous avez plus d'idées pour les Zelda, nous on est là. Hein. On est là. Voilà. Jade, dès qu'elle a fini de refaire, de faire le cycle 6 du MCU, elle sera disponible. Le 6, tu rigoles, il est déjà écrit le 6. Moi je suis sur le 7 ou le 8 déjà. T'es dans le turfu. Ah bah oui. Mais en tout cas, oui. Et jouer à Twilight Princess, c'est vraiment bien. Un chouette Zelda. Il est si bien. J'ai envie d'y rejouer maintenant. J'ai trop envie d'y rejouer. De ressortir ma Wii et d'y rejouer. Mais oui, il est vraiment trop bien. Il est vraiment trop bien. Et donc, on va s'arrêter là pour cette émission. Merci encore d'avoir accepté mon invitation, Jade. Avec plaisir, toujours avec plaisir. Donc on te retrouve toutes les 2 semaines dans Codex au féminin au pluriel, bien sûr. Qu'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux du démon. Tous. Twitter, Instagram et TikTok maintenant. Oui.
On mettra les liens dans la description de l'épisode. Et je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast studio carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Merci à Paul pour le montage. Merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez aussi la chaîne de Simon dans la description de l'épisode. On a un Discord. Venez nous voir sur Discord. Eh oui, on est sympa. Allez. Si vous avez des choses à me dire, vous m'envoyez un petit mail à hottext.slowburn@gmail.com. Vous me retrouvez aussi sur les réseaux sociaux du démon, Twitter et Instagram. Je suis trop vieux pour aller sur TikTok moi-même. Donc @textburn. Je rate rien, honnêtement. Ah ben écoute, mon expérience avec je vais regarder des YouTube Shorts, il est 4h du matin, oui, voilà, je pense que ça m'a suffi. Faut savoir doser, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc les réseaux sociaux du démon pour nous retrouver avec les actus, tout ça. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. Et d'ici là, continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut.